Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'identité des auteurs des attaques terroristes au Kenya reste inconnue. Revendiquée par les islamistes d'Al-Shabaab, elle serait à attribuer à des gangs selon les autorités. À moins de 2 mois du procès de Karim Wade le 31 juillet 2014 au Sénégal, ses avocats ont présenté un nouvel élément aux médias. Nous en parlerons dans cette édition avec notre invité, Maître Sédou Diagne, l'un des avocats de l'ancien ministre. Et puis nous irons à la rencontre des sapeurs-pompiers en Angola, une profession que certains décrivent comme une véritable vocation. Qui sont les auteurs de la double attaque perpétrée au Kenya en moins de 48 heures? Avec 64 victimes, c'est l'attentat le plus meurtrier depuis celui du Westgate Mall en septembre 2013. La confusion règne au Kenya et pour cause, si les attaques ont été revendiquées par les islamistes d'Al-Shabaab, le pouvoir a démenti cette version. Pour le président Uhuru Kenyatta, il s'agirait de réseaux politiques locaux et de gangs criminels. Une déclaration avant tout stratégique, comme l'analyse notre éditorialiste Lucien Pambou. Uhuru Kenyatta, en refusant d'attribuer cette attaque au Shabaab, veut atteindre 2 objectifs. Premier objectif, montrer qu'il a la maîtrise sécuritaire du pays en main et ne pas inquiéter la communauté internationale. En refusant de reconnaître cette attaque de la part du Shabaab, le président Kenyatta veut gagner du temps. Mais en fait, gagner du temps ne sécurise pas complètement la population et ainsi que les touristes qui ne sont pas dupes. Cela risque d'avoir d'une certaine manière des conséquences négatives sur le tourisme et cela risque de retarder en effet les positions que le Kenya peut prendre pour déclarer la lutte de façon irrémédiable au terrorisme. En niant la réalité, il prend effectivement un risque. Le risque, c'est de permettre au Shabaab de continuer leurs attaques et de ne reporter la problématique des attaques que sur un problème de désordre intérieur, ce qui est d'une certaine manière regrettable. Coutumière des déclarations choc, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a récidivé ce mardi. Lors de son dernier rapport sur le Darfour, la procureure a notamment évoqué de récentes accusations selon lesquelles la mission des Nations Unies au Darfour aurait été manipulée. Fatou Bensouda a également appelé les États membres à plus de coopération. Les détails avec Florence Assamporé. La CPI réclame une enquête complète, indépendante et publique des Nations Unies au Darfour. Ce mardi, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a demandé l'ouverture d'une enquête sur les accusations portées sur la mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour. Selon elle, la mission de la MINUAD aurait minimisé les exactions commises par les forces soudanaises au Darfour. C'est un euphémisme de dire que nous avons échoué. La réalité est que le processus judiciaire de la Cour pénale internationale ne peut avoir lieu sans arrestation. Les suspects du Darfour sont toujours en liberté et aucune des mesures significatives n'ont été prises pour les arrêter et les traduire en justice. Pour être clair, la Cour n'a pas le pouvoir d'arrêter des accusés. Il est de la responsabilité des États et d'autres accusés de se rendre à la Cour pénale internationale. Dans son rapport, la procureure dénonce en particulier les attaques contre les civils. Elle a également fustigé l'incapacité du Conseil à faire appliquer ses résolutions et à faire arrêter les responsables soudanais inculpés par la CPI, dont le président soudanais Omar el-Béchir. Aujourd'hui, nous sommes dans la même position que 2007. La situation n'a pas changé, c'est une triste réalité. Ces accusations devraient être un motif de préoccupation pour nous tous. Ces allégations appellent à une enquête approfondie, indépendante et publique. Bien que la responsabilité de cette manipulation puisse être confiée à une poignée d'individus, elle attaque la crédibilité de la mission dans son ensemble au Darfour. Plusieurs pays membres, dont la France et le Royaume-Uni, ont soutenu cette demande d'enquête. Mais pour l'instant, les Nations Unies ont seulement promis le réexamen de la demande d'enquête et la révision stratégique de la MINUAD afin de focaliser la mission sur la protection de la population soudanaise. Le Conseil de sécurité doit évaluer les premiers résultats de cette réforme avant de renouveler le mandat de la MINUAD en août 2014. Nouveau rebondissement dans l'affaire Karim Wade. Les avocats du fils de l'ancien chef d'État sénégalais ont organisé une conférence de presse à Paris mardi 17 juin. Objet de la démarche, le classement sans suite par la justice française de la plainte déposée par l'État du Sénégal à l'encontre de l'ancien ministre détenu depuis 1 an dans la prison de Rebeuss. Il est soupçonné d'enrichissement illicite par la Cour de répression et de l'enrichissement illicite. Une nouvelle qui étaye la théorie de ceux qui accusent Karim Wade d'être
un prisonnier politique. On en parle avec notre invité juste après ce sujet de Karine Loubanzadjo. Poursuivi au départ pour enrichissement illicite avec un patrimoine estimé à 1 milliard d'euros par le Sénégal, cette ardoise a depuis été revue à la baisse. Karim Wade, ancien ministre, se retrouvera bel et bien devant la justice le 31 juillet prochain, alors que la justice française a classé sans suite la plainte déposée par le Sénégal fin novembre 2012 contre lui pour enrichissement illicite. Ses avocats, à l'instar de Maître Amadou Sall, ont dénoncé une nouvelle fois un procès politique et inéquitable. Karim Wade était poursuivi au départ pour 1 milliard d'euros. Sans défense, sans rien. Le milliard est tombé à 178 millions. C'est énorme, 178 millions. Mais c'est un patrimoine supposé. Et si on regarde très bien, il n'en reste rien. Mais je vous rassure, il n'appartient pas à Karim Wade aujourd'hui de prouver l'existence de ce patrimoine. Il appartient à l'accusation de le prouver. Placé sous mandat de dépôt depuis le 17 avril 2013 à la prison centrale de Rebeuss par la CREI, Karim Wade bénéficie du soutien des organisations africaines des droits de l'homme qui dénoncent la procédure. Pour ses avocats, la CREI, cour de répression de l'enrichissement illicite, n'est pas habilitée à juger un ancien ministre de la République. C'est la Cour africaine de justice qui a dit que le rôle des poursuites appartient à la Haute Cour de justice. Donc c'est une juridiction politique. Selon Amadou Sall, le procès intenté à Karim Wade relèverait d'une chasse aux sorcières, tout comme l'interdiction de sortie visant 10 anciens ministres de l'ancien président Abdoulaye Wade. Les avocats de Karim Wade ont également affirmé qu'ils utiliseraient toute une batterie de mesures le 31 juillet, jour d'ouverture du procès à Dakar, pour suspendre, reporter ou annuler la procédure à l'encontre de leurs clients. Et pour aborder ce sujet plus en profondeur, nous recevons sur ce plateau Maître Sédou Diagne, l'un des avocats de Karim Wade. Maître Sédou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Alors, cette décision de la justice française, comment est-ce que vous allez l'utiliser pour préparer le procès le 31 juillet 2014 de votre client ? Oui, mais c'est un pan entier de l'accusation qui disparaît. N'oubliez pas que l'enrichissement illicite chez nous, c'est d'abord le train de vie. Et si en France c'est classé sans suite, en France c'est facile, ça veut dire qu'il n'y a pas de jet privé, il n'y a pas de Falcon 50, qu'il n'y a pas de château à Saint-Tropez, il n'y a pas de villa à Saint-Tropez et il n'y a pas d'appartements luxueux sur l'avenue Foch, il n'y a pas de Bentley et toutes ces autres accusations proprement fantaisistes formulées par l'État du Sénégal et son procureur spécial au tout début de l'enquête et au moment de l'arrestation de M. Wade. Alors, la plainte française visait notamment des qualifications de recel, de détournement de fonds publics, de recel, d'abus de biens sociaux, de corruption. Vous, est-ce que vous continuez à maintenir que les 178 millions d'euros que vous allez devoir justifier à partir du 31 juillet 2014, en fait, ne correspondent à... Enfin, la moitié de cette somme ne correspondrait pas à quelque chose qui appartient à votre client? C'est pas la moitié, c'est 98% de ce montant qui n'a rien à voir avec notre client. Vous parlez de quelle somme? J'ai lu 2 millions. Est-ce que vous maintenez cette ligne-là? On est dans l'ordre de grandeur de 2 à 3 millions d'euros. Exactement. Le patrimoine de Karim Wade s'estimerait aujourd'hui à 2 à 3 millions d'euros. Et cela résulte des différentes commissions rogatoires. Cela résulte de l'enquête de Monaco, des commissions rogatoires en France et du Luxembourg. Et alors, arrêtez-moi si je me trompe, est-ce que c'est un patrimoine qu'il possédait avant d'être ministre? Mais bien évidemment. Karim Wade était trader à Londres. Et il gagnait bien sa vie jusqu'en 2002, au moment où il a décidé de rejoindre son père en qualité de conseiller. Alors, sur ce montant de 178 millions d'euros, croyez-le bien, vous avez 80 millions d'euros. 80 millions d'euros qui sont une pure affabulation des autorités de poursuite. Le compte de Singapour, mais n'existe pas. C'est pour ça que nous avons saisi la Banque mondiale, qui a un programme de recouvrement des biens mal acquis, pour qu'elle prenne ses responsabilités à travers ce programme et qu'elle aille faire la lumière à Singapour. C'est une traque des biens mal acquis et c'est nous qui sommes censés être traqués, c'est nous qui poursuivons aujourd'hui le recouvrement de ces avoirs.
Parce que, simplement, nous avons la conviction qu'il est fantaisiste. L'expert qui a eu l'outrecuidance de mettre dans son rapport que nous sommes titulaires d'un compte à Singapour fait l'objet de poursuites pénales par M. Karim Wade pour faux, usage de faux, devant les juridictions sénégalaises présentement. C'est pour vous dire la légèreté de l'accusation. Alors, il reste quand même 90 millions, mais ça, c'est la fortune d'hommes d'affaires, de 2-3 hommes d'affaires sénégalais qui ont pignon sur rue, qui n'ont aucune charge politique, qui ont toujours travaillé dans leur vie et qui sont blanchis, eux aussi, par le résultat des commissions rogatoires au Luxembourg, à Monaco et à Paris, qui montrent qu'ils sont les réels bénéficiaires économiques de ces sociétés et qu'elles ne sont pas les prête-noms de M. Karim Wade. Vous voyez que pour nous, c'est vraiment une affaire facile pour le 31. On n'a aucune inquiétude pour démontrer à la face du monde que c'est une affaire politique. C'est pour cette raison que nous avons sollicité du garde des Sceaux et que nous allons insister auprès des autorités sénégalaises du régime pour que le procès soit retransmis en direct devant le monde entier pour que les gens puissent voir la faiblesse des gens qui nous poursuivent. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Maître Seydou Diagne, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats de Karim Wade. Merci, tout le plaisir est pour moi. Zoom désormais sur un métier dont certains parlent comme une vocation, les sapeurs-pompiers. Un métier où sacrifices personnels et dangers sont le lot quotidien. Notre correspondant en Angola, Jack Amboka, est allé à leur rencontre. Le commentaire est signé Aminata Jack. Voici son reportage. Donner sa vie pour en sauver d'autres, c'est l'un des principes de ce métier qui est l'un des plus dangereux au monde. Sapeurs-pompiers, appelés Bombeiros en Angola, nous sommes dans le quartier Primeiro de Mayo, dans la capitale Luanda. C'est ici le quartier général des sapeurs-pompiers qui commande 7000 agents sur toute l'étendue de l'Angola. Nous avons un effectif de 7000 hommes, mais c'est insignifiant car la population angolaise est estimée à environ 18 millions. Ces sapeurs-pompiers de Luanda allient compétences intellectuelles et disponibilité physique, mais surtout, ils accordent une valeur particulière à la notion de sauvetage. J'ai choisi ce métier car je trouve que c'est un métier de défi, un bon métier qui vise à sauver des vies humaines. Cette profession est prestigieuse et dès l'enfance, on est passionné en regardant certains films. Nous arrivons à pic au moment où la population a vraiment besoin d'assistance et nous intervenons pour sauver. Dans un pays où les accidents de circulation, incendies et autres calamités sont signalés à tout moment, les sapeurs-pompiers angolais jouent un rôle très déterminant. La priorité pour ce corps de métier reste l'accroissement de l'effectif et l'acquisition d'équipements de pointe. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.